J'aimerais commencer par vous raconter une petite fable, celle de la grenouille et du scorpion. Au bord d'un étang, un scorpion demande à une grenouille de le prendre sur son dos pour traverser l'étang. La grenouille refuse en prétendant que dès qu'ils seront au milieu, le scorpion la piquera pour la tuer. Le scorpion rétorque que c'est absurde. S'il pique la grenouille, évidemment, celle-ci mourant, lui-même va mourir. La grenouille réfléchit, pèse le pour et le contre et trouve que finalement l'argument se tient. Elle finit par accepter. Elle prend donc le scorpion sur son dos et se met à nager. Tout se passe bien jusqu'au milieu de l'étang. Arrivé là, le scorpion pique la grenouille. Celle-ci a tout juste le temps de demander au scorpion pourquoi il a fait ça, alors qu'il sait très bien qu'ils vont se noyer tous les deux. Le scorpion lui répond qu'il n'a pas pu faire autrement. « C'est ma nature », dit-il à la grenouille avant de couler avec elle. Ce conte, comme il arrive souvent avec les contes, nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et particulièrement pour la question qui nous occupe, il nous en apprend sur notre rapport avec le mal, avec la violence. C'est que le mal dans cette histoire est personnifié par le scorpion. Tout le monde craint pour la grenouille dès le début de l'histoire, parce que la grenouille est inoffensive, alors que le scorpion est connu pour son pouvoir de tuer. Autrement dit, le scorpion, c'est le mal, ou plus exactement, le mal, c'est le scorpion. Mais en admettant que ce soit sa nature, le scorpion avoue à l'instant ultime qu'il ne peut pas non plus être autre chose que le mal. Même si rationnellement il peut comprendre son intérêt à ne pas le commettre, quelque chose est plus fort que lui, plus fort que sa décision, et c'est sa nature mauvaise. On comprend la morale du conte qui d'ailleurs est double. D'abord, chacun est animé de cette tendance à objectiver le mal, à le voir chez l'autre comme posé hors de soi ou devant soi. Et par ailleurs, l'autre qui fait le mal est perçu comme ne pouvant pas ne pas faire le mal. Il est donc par essence maléfique, il est tout entier défini par cette nature mauvaise. Cette double opération d'objectivation du mal et d'essentialisation de l'autre trouve sa synthèse dans notre manière de nommer cet autre. Quand nous le désignons comme un monstre, un sauvage, un barbare, nous faisons de lui ce qu'est le scorpion pour la grenouille, une nature mauvaise. Remarquons que ce que nous voulons dire par là, c'est la gravité du mal. C'est l'immensité de la faute commise, sa dimension même incompréhensible. Il n'y a qu'un monstre pour commettre de tels actes. Il faut être un barbare pour agir de la sorte. Et dès lors, la condamnation de celui qui se rend coupable de ces horreurs est unanime, absolue, indiscutable. Il faut l'écraser, l'éliminer par tous les moyens, l'éradiquer. Pourtant, si on y réfléchit d'un peu plus près, il y a là un paradoxe. Le scorpion paraît presque désolé d'avoir piqué la grenouille. Il n'y peut rien puisque c'est sa nature. Osons le mot, puisqu'il ne pouvait pas faire autre chose. Il n'apparaît pas responsable de ce qu'il a fait. Vous voyez le scandale ? Alors même qu'on veut l'accuser de tout le poids incommensurable du mal commis en désignant l'autre comme un monstre, on fait de lui un être qui ne peut faire autre chose qu'agir monstrueusement et qui du même coup se retrouve avoir agi en vertu d'une essence qui, de ce fait, le déresponsabilise. Pour affronter ce scandale, intéressons-nous à cet autre nom qui a pu être donné aux auteurs des attentats que vous savez et à toutes ces horreurs si quotidiennes que nous finissons par ne presque plus y prêter attention. On a pu dire d'eux qu'ils sont des animaux, des bêtes sauvages. Et aussitôt, on comprend que quelque chose ne va pas. Les animaux, les bêtes sauvages n'agissent pas ainsi. Parce qu'ils exercent une violence de prédateurs à proie, mais ne tuent pas les autres uniquement pour les tuer. Leur comportement n'est pas cruel, ils ne font pas souffrir pour le seul plaisir de faire souffrir.
Et surtout, ils ne tuent pas ceux de leur propre espèce par intolérance ou avec une visée totalitaire. Ainsi, si les désigner comme des animaux vise à dénier toute humanité aux terroristes, il apparaît qu'en fait les dits terroristes n'ont rien d'animal. En réalité donc, si l'on veut penser au plus près la monstruosité de leurs actes, il convient de ne pas les réduire à des monstres. Pas plus que les penser comme des animaux ne permet de saisir leur conduite bestiale. Pour se conduire de manière, en réalité, aussi inhumaine, il faut bien à la base que ces individus soient des êtres humains. Un animal agit comme un animal, un monstre se comporte comme un monstre, il n'y a qu'un homme pour pouvoir accomplir des actes inhumains. Bien sûr, c'est là que se trouve le problème qui nous intéresse. Objectiver le mal dans l'autre, qui serait par essence maléfique, c'est chercher à écarter de moi la possibilité de commettre le mal. C'est ne pas affronter la responsabilité qui m'incombe en tant qu'homme, susceptible par là d'être violent, mauvais, cruel, inhumain. C'est cela que Sartre a exprimé avec la formule bien connue « l'existence précède l'essence ». On n'est pas par nature un salaud, condamné à n'accomplir que des actes de salaud, à l'image de l'objet technique qui, lui, n'a d'existence qu'en vertu de l'essence qu'on lui a donnée tout d'abord. Mais c'est par des actes qu'on accomplit qu'on peut être défini comme un salaud. Dès lors, autant l'autre n'est pas réductible à une essence de monstre, autant moi-même, je ne peux pas revendiquer non plus une essence de type bien, qui me préserverait une fois pour toutes d'agir comme un salaud. Sans être un salaud par essence, je peux parfaitement accomplir des actes qui me vaudront d'être décrits rétrospectivement comme un salaud. Nous sommes condamnés à être libres, écrit encore Jean-Paul Sartre, ce qui nous enjoint de ne pas essentialiser les hommes. Qu'il s'agisse de l'autre ou de soi-même, et cela d'ailleurs dès le titre de son œuvre majeure, L'être et le néant. L'être, c'est le statut de la chose, qui est seulement ce qu'elle est par essence. Le néant, c'est le statut des hommes, qui ne sont rien par essence parce qu'ils sont condamnés à n'être que ce qu'ils se font être par leurs actes. Notons toutefois, pour ne pas désespérer totalement, que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Sans être par essence un héros, je peux aussi accomplir des actes héroïques. Et même si avant cela, j'ai d'abord accompli des actes de salaud, à moi de me choisir dans l'acte à accomplir. Aussi, l'ennemi intime, c'est-à-dire qui est en moi, que je trouve au fond de moi, ce n'est pas l'ennemi de l'autre ou pour l'autre que je combats parce qu'il veut ma mort. Cela ne ferait finalement que désigner un mode de relation somme toute assez commun, de concurrence, de rivalité, de combat avec lui. Non, l'ennemi en tant qu'il est intime est mon propre ennemi. Un être que je fais tout pour ne pas assumer. Un être que je n'assume pas parce qu'il m'amène à accomplir des actes dans lesquels je ne me reconnais pas, qui ne correspondent pas à l'idée que je me fais de moi, et dont je m'efforce à tout prix d'ignorer la présence en moi. L'ennemi intime, c'est celui qui est en nous, écrit Patrick Rothman dans le livre qui s'intitule « L'ennemi intime », dans l'introduction de son livre enquête sur les anciens de la guerre d'Algérie, et dont le projet se résume ainsi, je cite, « Éclaircir le mystère du basculement, comment un homme ordinaire devient un bourreau banal. » Le dernier mot peut-être vous aura interpellé, le mot banal, puisque le thème de la banalité du mal a bien sûr été développé par Hannah Arendt dans son travail sur le procès d'Eichmann. Concept qui a fait polémique et qui a pu apparaître, parfois encore, comme scandaleux. En effet, ce concept, il est scandaleux, si l'on entend par là l'idée que le mal commis durant la Shoah est quelque chose de banal, c'est-à-dire de comparable à celui déjà commis dans d'autres massacres, dans d'autres génocides. Ce qui s'est fait sous le régime nazi est sans doute incomparable, en effet, par son ampleur, sa technicité, sa froideur.
Mais ce que pense Arendt en réalité, c'est un mal devenu banal parce qu'accompli par des hommes banals. Et par là d'autant plus insupportable qu'il n'est pas dû à une poignée de psychopathes, mais à des hommes que rien ne prédisposait à agir monstrueusement. C'est ce qu'explique Myriam Revaud-Dallon dans son livre « Ce que l'homme fait à l'homme ». Je cite. Arendt n'a pas banalisé, autrement dit minimisé, le mal en renvoyant son auteur à la commune humanité. Bien au contraire, qu'à l'incommensurable monstruosité du mal absolu répondent l'apparente normalité sociologique et clinique des criminels, et peut-être le paradoxe le plus tragique et le plus terrifiant qui nous soit aujourd'hui donné à affronter. Observons qu'un régime totalitaire ou un projet génocidaire comme celui des nazis, ou plus récemment celui qui, au Rwanda, en 1994, a tué 800 000 personnes en 3 mois. 800 000 personnes en 3 mois. De tels projets ne peuvent être efficients que si des hommes, entre guillemets, normaux, deviennent capables de monstruosité. Les récits qu'a recueillis Jean Hatzfeld sur ce génocide rwandais dans Une saison de Machette sont sur ce point parfaitement glaçants. Des bourreaux racontent comment ils se sont découverts capables de faire ce qu'ils étaient incapables d'imaginer, pour paraphraser René Char. Ainsi, par exemple, peut-on lire dans le témoignage que fait Pillot, l'un des tueurs Hutus, je cite, « C'est comme si j'avais laissé un autre individu prendre mes propres apparences vivantes et mes manies de cœur sans aucun tiraillement d'âme. Ce tueur était bien moi pour la faute commise et le sang coulé, mais il m'est étranger pour sa férocité. Je reconnais mon obéissance à cette époque. Je reconnais mes victimes, je reconnais ma faute, mais je méconnais la méchanceté de celui qui dévalait des marées sur mes jambes avec ma machette dans la main. Tout est là, le besoin de reconnaître la faute commise et l'étrangeté de celui qui agissait ainsi. L'obéissance et la responsabilité dans le sang versé. La férocité d'un être qui est en moi et le spectacle d'un homme qui dévale les marais pour tuer sans vergogne. On pourrait penser que des circonstances extraordinaires permettent d'expliquer que les conduites dévient autant de ce qu'elles sont d'ordinaire. Une idéologie comme l'idéologie nazie, la guerre, une folie meurtrière alimentée depuis des décennies. En somme, des conditions extrêmes qui entraîneraient ce genre de conduite inimaginable. Or, on sait depuis les expériences de Stanley Milgram, dans les années 60, qu'il n'en est rien. Et que les dispositifs pour obtenir des individus, des comportements dont ils se sentiraient absolument incapables, sont finalement très faciles à mettre en place. Je vous invite à lire « Soumission à l'autorité » de Stanley Milgram. Milgram a en effet montré que sans être dans un contexte de guerre, ne craignant rien pour soi-même, n'étant pas soumis à une forme de torture, qu'elle soit physique ou morale, n'étant pas dans une relation de violence, de haine ou de racisme vis-à-vis d'autrui, un individu lambda peut décider de lui infliger des décharges électriques d'une violence extrême. Un élève couvert d'électrodes est censé mémoriser des listes de couples de mots qu'on lui dit à voix haute. Une fois qu'il les a entendus, on lui redonne le premier mot. Et il doit pouvoir retrouver le deuxième. Si un défaut de mémoire lui fait commettre une erreur, on lui envoie une décharge. À chaque erreur, la décharge est plus forte. Celui qui lui envoie ces décharges est, dans le dispositif expérimental de Milgram, le sujet. Il ne connaît pas l'élève. Il croit que, comme lui, ils ont répondu tous les deux à une annonce dans le journal. Un tirage au sort lui donne le rôle de sujet. Sauf qu'en réalité, le tirage au sort est truqué. Et contrairement à ce que croit le sujet, cet élève fait partie de l'équipe scientifique. C'est un acteur qui fait semblant de recevoir les décharges électriques. Autrement dit, le vrai cobaye de l'expérience, ce n'est pas l'élève qui reçoit, mais le sujet qui donne les décharges électriques. Arrêtons-nous seulement sur 2 expériences pour nous faire une petite idée de la chose. Et retenons que les chocs électriques étaient échelonnés entre 1 à 30. Dans la première expérience, l'expérimentateur, le scientifique, est appelé soi-disant au téléphone et doit de toute urgence s'absenter.
Dans ce cas, l'élève se trouvant seul, le sujet se trouvant seul, le niveau moyen des chocs maxima infligés par les sujets aux élèves sera de 18 sur 30, environ 270 volts. Et le nombre de sujets obéissants, c'est-à-dire qui donneront la punition maximale de niveau 30, censée être de 450 volts, sera de 9 élèves sur 40, 20%. Dans la deuxième expérience, l'expérimentateur est bien présent. Mais l'expérience se déroule dans un sous-sol, une sorte de cave, et non pas dans un laboratoire scientifique. Eh bien, le niveau moyen des chocs maxima infligés sera cette fois de 24,55 sur 30, c'est-à-dire 360 volts. Et le nombre de sujets obéissants allant jusqu'à 30 sera de 26 élèves sur 40, c'est-à-dire 65%. 20%, c'est-à-dire 9 élèves sur 40, lorsque l'expérimentateur n'est pas aux côtés du sujet pour le motiver, pour lui rappeler l'intérêt scientifique de l'expérience. 20%. Et 65%, lorsque l'expérimentateur est là. 26 élèves sur 40. Lorsque l'expérimentateur accompagne le sujet dans sa responsabilité, en l'incitant à poursuivre au nom de la science. Rien de plus facile donc que de donner à un individu le sentiment qu'il n'est pas responsable et de le faire commettre ainsi des actes qu'en temps ordinaire il jugerait parfaitement inhumains. Parmi les nombreuses conclusions tirées par Milgram, citons au moins celle-ci qui nous renseigne sur les mécanismes psychiques permettant ce sentiment de déresponsabilisation. Je cite. L'individu estime être engagé vis-à-vis de l'autorité dirigeante, mais ne se sent pas responsable du contenu des actes que celle-ci lui prescrit. Le sens moral ne disparaît pas, c'est son point de mire qui est différent. Le subordonné éprouve humiliation ou fierté selon la façon dont il a accompli la tâche exigée de lui. Ainsi voit-on que, si le monstre obéit à sa nature de monstre, l'être humain, quel qu'il soit, obéit toujours à une logique. Qu'il s'agisse d'un terroriste, d'un psychopathe ou d'un fou, celle-ci, cette logique, aussi totalitaire, monstrueuse ou délirante soit-elle, reste une logique que, comme telle, il faut comprendre. Comprendre non pas au sens compassionnel, bien sûr, puisqu'on a compris, j'espère, qu'un terroriste n'est pas terroriste par nature, comme le scorpion de la fable, et qu'il est donc pleinement responsable de ses actes, même s'il arrive à se faire croire le contraire. Mais comprendre au sens analytique du terme. Peut-on défaire la logique par laquelle un homme en est venu à agir de façon monstrueuse et empêcher cette même logique d'en séduire d'autres avant qu'ils n'en soient capables à leur tour? Cet effort de compréhension de l'autre, on l'a vu, repose d'abord sur un devoir de lucidité sur soi. Surtout ne pas croire que c'est par nature qu'on est un type bien et que la monstruosité de certaines conduites nous est étrangère. Il vous suffira, pardon pour cet exemple, il vous suffira d'imaginer pour en convenir votre réaction si vous coincez l'individu qui vient de tuer un de vos proches sous vos yeux. Heureusement, bien sûr, l'ennemi intime que nous portons en nous ne parvient pas toujours à s'exprimer de la manière que nous avons dite. Nous parvenons à le contenir, à en rester le maître par nos règles morales, par le respect des autres, par le respect de soi-même. Mais le combat est permanent et se joue donc dans chacun de nos actes. Il consiste parfois en très peu de choses, comme ne pas céder à la tentation des amalgames, s'efforcer de penser avec discernement la complexité des choses, sans s'abandonner à des schémas réducteurs. C'est déjà lutter contre notre ennemi intime qui a le goût dangereux des simplifications. Je vous remercie.